Hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera le bilan lecture du mois de juillet. Mois de juillet qui a plutôt été un bon mois parce que j'ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres. Bon, ça aurait pu être mieux, mais ça aurait pu être pire aussi. Donc je me dis que c'est pas mal quand même finalement comme des contes. Je crois que j'ai d'ailleurs oublié quelque chose. Est-ce que je l'ai lu avant ou après? Pendant? Je crois que c'était au mois de juillet. Voilà, normalement on est bon. Alors d'ailleurs je vais commencer par celui-ci. Du coup c'était 6 romans et un graphique. Donc c'est un peu pas ce que j'ai lu le mois dernier. Mais vous allez voir, il y a quand même des petites briquettes là-dedans. Donc j'avoue que je suis pas si peu fière de moi, on va dire. On va commencer par le graphique que j'ai lu. Donc vous ne serez pas encore vu. Je sais pas dans quel sens je vais le faire. Il y a beaucoup de livres là dont je vous aurais parlé dans le reading vlog du challenge à 1000. Donc je vais pas forcément rentrer dans les détails. Si vous voulez énormément de détails, n'hésitez pas à aller voir la vidéo ou vous la verrez juste après ce bilan lecture, je sais pas encore dans quel ordre. Du coup tout d'abord j'ai lu donc, le tome 4 de Celle la mort attend la vilaine de Suol et une histoire originale de Gwon Gyeol aux éditions Kotun que j'ai absolument adoré. Je suis fan, c'est un des seuls webtoons que je lis avec un autre qui se passe sur Montréal, dont je sais pas si je vous en avais parlé ici, mais bref c'est un des seuls webtoons que je lis et j'adore, je prends mon psy à chaque fois que je lis un tome. C'est le tome 4, le tome 5 qui vient de sortir en France parce que j'ai vu des versions collector qui étaient disponibles. Et le tome 6, Lauralie m'a dit qu'il sortait en fin d'année, là, de cette année, donc je suis trop contente, je vais pouvoir avancer. Encore une fois, c'est disponible sur la plateforme Webtoon gratuitement, mais j'adore les avoir en papier parce que c'est une histoire que j'aime bien, donc je veux la garder pour pouvoir peut-être la relire un jour. Je sais plus si je pense que je vous en ai déjà parlé par ici, mais en gros, vous savez, c'est ce principe, on voit beaucoup ce principe dans des histoires de manga, de webtoon, etc. Il y a d'ailleurs un livre qui va sortir en août en VO avec le même principe, donc dans un univers de romantasy. Bref, c'est pas de ça dont je voulais vous parler. Mais du coup, dans celui-ci, on va suivre donc une jeune fille qui est accro à un jeu vidéo, dont la vie réelle, ça se passe pas forcément super bien. Elle a une famille qui s'occupe pas d'elle, qui en a un peu rien à faire d'elle. Et elle s'est fait maltraitée, pas physiquement, mais maltraitée mentalement parlant par ses frères. Bref, c'est vraiment pas la joie. Du coup, elle se perd dans ce jeu, on va dire, tous les jours, dans un jeu de rôle où elle est soit la vilaine ou un jeu où elle peut être l'héroïne. Du coup, elle va passer le premier niveau où elle est l'héroïne, etc. Tout se passe bien. Et tu peux passer à un autre niveau plus compliqué où là, cette fois-ci, t'es la vilaine et tu dois avoir des points d'affinité avec tous les personnages masculins pour t'en sortir ou sinon elle meurt. Et un soir, donc elle va y jouer, elle va s'endormir dans le jeu, enfin elle va s'endormir sur ce jeu et elle va rentrer dans le jeu et devenir Pénélope, la vilaine de ce jeu. Et du coup, pour s'en sortir, on ne sait pas si elle peut mourir ou pas, mais pour s'en sortir, elle doit juste créer de l'affinité avec chaque personnage masculin pour arriver avec un des personnages à 100% d'affinité et pouvoir gagner ce jeu. Ça paraît simple, mais ça l'est pas tant que ça parce que c'est quand même la vilaine de base, donc elle commence très bas au niveau des points d'affinité. Son père dans le jeu ne l'aime pas, ses frères, ses demi-frères ne l'aiment pas. Enfin bref, c'est très compliqué parce qu'elle commence avec beaucoup de personnages à zéro tout simplement. Et ici, donc et en fait, chaque tome est concentré sur plutôt un personnage masculin en particulier. Et là, on se concentre sur le prince ou le roi, je sais plus exactement, qui est de base exécrable. Bon, bien sûr, on va réussir à changer un peu d'avis sur lui. Mais ce que j'aime avec cet univers, c'est que c'est pas qu'une histoire de romance, c'est que l'univers en soi est hyper bien développé. Il y a des complots politiques à tout va. Enfin, vraiment, je ne m'attendais pas du tout à ça en me lançant dedans en fait. Et plus on avance, plus il y a ça qui est mis en avant et plus on découvre le reste de l'univers et vraiment c'est tellement bien. C'est tellement bien, en fait on se laisse trop prendre au jeu et je peux que vous le conseiller. Ensuite, on va commencer avec les romans. Du coup en tout premier, j'ai lu le tome 3 de Skyward de Brandon Sanderson. Je vous le mets ici, je l'ai pas sur moi, je l'ai lu sur ma liseuse parce que je me le prendrai en France pour pas avoir à me le ramener. Vu les bricasses que c'est, voilà.
que j'ai lu avec Laurélie, donc quand on était à New York, on l'a lu en direct toutes les deux pour une vraie lecture commune ensemble et tout, enfin c'était trop chouette. Et heureusement que c'était avec ce genre, il y avait ce genre d'expérience qui a fait remonter le tout, parce que ce livre a été une énorme déception. Si vous voulez, vous pouvez aller voir également mon avis Instagram. J'ai pas accroché du tout, je sais pas ce qui s'est passé. S'il n'avait pas existé, ça ne m'aurait pas du tout dérangé. Je trouve que c'est une répétition de tout ce qu'on retrouve déjà dans le tome 1, dans le tome 2. Il n'y a pas tant de nouveautés que ça. Il y a soi-disant des énormes révélations qu'on attendait depuis le début en fait. C'était genre the révélation qu'on devait avoir. Et quand on les a eues, j'ai été tellement déçue. Je me suis dit waouh, tout ça pour ça. Et encore heureusement, je pense qu'il souffre aussi du truc de l'avant-dernier tome. Et j'espère, parce que j'ai beaucoup d'attentes sur le tome 4 du coup maintenant. Mais ouais, non, ça l'a pas du tout fait. J'ai pas aimé l'évolution de la protagoniste. J'ai encore oublié son nom. J'oublie son nom tout le temps alors que je l'adore. Oui voilà, j'ai pas aimé la manière de penser de Spencer dans ce tome. Ça collait pas avec son personnage qu'on avait appris à aimer dans le tome 1 et dans le tome 2. Je sais pas, il y avait quelque chose qui marchait pas. Et vraiment, j'ai pas aimé ce tome et je suis la première déçue. Et j'ai tellement plus aimé les nouvelles qu'il y avait avant, qu'on peut lire avant, donc dont je vous ai déjà parlé ici sur cette chaîne, donc ouais, avant de lire ce tome 3. Et là il nous reste encore une nouvelle à lire après le tome 3 avant d'enchaîner sur le tome 4 qui sortira en octobre en France. Bref, c'est ma première déception pour un Sanderson et je pensais pas que ce serait sur cette saga parce que le tome 1 est un coup de cœur, le tome 2 je crois que j'ai mis 4,5 sur 5 et celui-ci, enfin je sais plus combien j'ai mis un 2,5 ou 3 sur 5, un truc comme ça, je sais plus, mais 3 ça paraît ok, mais pas pour du Sanderson, punaise, moi j'ai jamais mis en dessous de 4 pour du Sanderson. Bref, du coup on verra bien pour le tome 4, mais c'est vrai que maintenant j'ai énormément d'attentes et j'espère qu'elles seront comblées. J'ai lu ensuite Super méchant débutant de John Scalzi, vous avez vu dans mon vlog où j'étais au chalet, que j'ai adoré. J'ai vraiment adoré cette lecture, ça a été une trop bonne surprise, je ne peux que vous le recommander. Je vous rappelle rapidement de quoi ça parle. On va suivre, comment il s'appelle ? Charlie. Pourquoi je voulais dire Ethan, non pas du tout. Charlie qui a une vie très basique, très banale, enfin il a un boulot lambda, etc. On sait même pas ce qu'il fait exactement je crois. Et du jour au lendemain en fait il va apprendre la mort de son oncle à la télé. Comme ça, son oncle qui est un milliardaire qui s'est fait sa richesse soi-disant sur la création de parking. Voilà. Et en fait du coup juste après ça il va être invité à l'enterrement. Son oncle, soi-disant, enfin là, et Charlie il a dans la trentaine, quelque chose comme ça. Il a pas vu son oncle depuis ses 5 ans, donc ça fait très longtemps, parce que son père ne voulait pas qu'il le voie. Je crois plus qu'il a, non, il a plus ses parents et il a encore des frères et sœurs mais qu'il ne voit plus. Parce qu'ils s'entendent pas, enfin ils s'entendent pas, tout simplement. Et du coup il va être invité à l'enterrement de ce fameux oncle qu'il n'a pas vu depuis tout petit. Et là il va se passer des trucs de ouf. Parce que il y a énormément de gens qui viennent. Sauf qu'en fait Charlie il va voir qu'il y a énormément de fleurs avec des mots horribles. Du genre ah bah t'es enfin crevé, on attendait que ça. J'espère que tu iras en enfer comme c'était promis ou je sais pas quoi. Enfin vraiment des mots. Et lui il comprend pas, il se dit mais c'est quoi ce bordel? Et pourtant il y a du monde qui vient ensuite à la cérémonie, sauf qu'en fait il se rend compte que la plupart viennent pour vérifier qu'il est bien mort. Voilà, du coup il dit mais qu'est-ce qui se passe, genre je suis tombée dans quel univers là, qu'est-ce qu'on m'a caché, etc. Et entre temps il y a une femme qui était l'assistante de son oncle qui va essayer de venir le voir, etc. Pour lui parler un peu de la richesse de son oncle, mais sans lui dire exactement qui était son oncle. Et en fait, un jour, le lendemain je crois de l'enterrement, ou le soir même, il retourne chez lui et sa maison explose. Voilà, du coup, la maison familiale dans laquelle il habitait, qui était l'une de ses seules richesses qu'il avait, parce que il est pas riche du tout, hein, Charlie, hein, il n'a pas hérité de... Enfin, il n'avait pas hérité jusque-là d'une partie des richesses de son oncle, qui ne l'aidait pas parce que son père, encore une fois, ne voulait pas qu'il le contacte. Et du coup, du jour au lendemain, il va se retrouver sans rien, donc il va recontacter cette fameuse assistante et qui va l'emmener du coup dans les bureaux de son oncle qui ne sont autres, qui sont tout simplement sur une île avec un volcan.
et il va se rendre compte que bah, en fait son oncle faisait partie d'un groupe de super méchants. Voilà voilà. Bref, du coup c'est très what the fuck, et il y a beaucoup de moments drôles, enfin j'ai adoré, il y a beaucoup d'humour. Il y a des dauphins qui font la grève, il y a des chats qui parlent avec des claviers, enfin bref c'est vraiment très drôle et je ne peux que vous le conseiller. Il fait un peu plus de 300 pages, ça se lit tout seul. Ça m'a juste donné envie de lire l'autre, donc La Société protectrice des cailloux du même auteur, et je le lirai, mais enfin j'attends de revenir en France pour me le procurer et c'est sûr que je le lirai direct. Et je pense que je découvrirai également d'autres livres de l'auteur parce que Rémi m'en a conseillé quelques-uns et j'avoue que ça m'a donné extrêmement envie. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite vous l'avez vu également dans ce même vlog, j'ai lu Amnésie de Daniel Thierry qui a été une énorme déception. C'est un thriller young adulte de base. Moi il me donnait très envie parce qu'en plus l'autrice, je vous l'ai déjà dit, c'était une des premières femmes commissaires divisionnaires de l'histoire de la police française. Donc je me suis dit bah en fait ça va être génial parce que elle connaît, elle est là-dedans, donc elle sait comment ça se passe, etc. Bref, en fait tout me semblait illogique, vraiment. C'était pas possible. Non, je voyais pas ça possible. Il y avait trop d'incohérences dans tout le récit et franchement j'ai pas du tout accroché. Pour vous en dire un peu plus, on va suivre Olympe qui est la fille du commandant marin qui a décidé de poursuivre ses études en criminologie à Bordeaux. Donc elle est en première année, quelque chose comme ça. Et en fait un jour elle va vouloir chiner pour son appartement avec qui elle vit en colocation avec sa meilleure amie. Et elle va tomber sur un meuble. Dans ce meuble il y a un message en dessous sur le bois qui est collé où il y a quelqu'un qui confesse un meurtre. Sauf que c'est écrit vraiment, il y a des fautes, c'est écrit avec une espèce d'écriture d'enfant, etc. Donc elle va en parler à son père qui la prend pas au sérieux. Même chose pour sa meilleure amie, sauf que elle n'en démord pas. Pour elle, dans ses tripes, elle sent que c'est vrai quoi. Et du coup elle va commencer à enquêter et ça va partir un peu dans tous les sens. À côté de ça, elle va faire la rencontre d'un jeune homme dans son club de judo, il me semble, qui est là parce que son père l'a forcé à être là, parce que pour lui il avait besoin de prendre confiance en lui, parce que bah, je pense qu'il avait vécu des traumatismes quand il était plus jeune, mais bref on n'en sait pas plus, etc. Et bref, du coup ça veut dire bah, Olympe elle va revenir dans une histoire dramatique qui s'est passée à Bordeaux il y a de cela, enfin, des années, etc. Et elle va découvrir au fur et à mesure des choses, sauf qu'en fait ce qui me paraissait illogique, c'est que tout simplement dans ce livre elle découvrait tout avant les professionnels, et même les professionnels lui demandaient des conseils à elle, alors que bah en fait elle n'est qu'en première année, et que bah demandez à vos collègues qui travaillent en fait dans la criminologie, parce que bah ce sont des professionnels, donc ça sert à rien d'aller voir une gamine, même si elle a 18 ans, ok, mais ça reste une gamine quand même, genre elle n'y connaît rien. Bref, du coup, moi ça me semblait tellement incohérent. La fin, j'ai pas du tout aimé non plus, je vous en ai déjà parlé. Ça me semblait illogique, ça me semblait pas possible en fait pour un père d'accepter des trucs pareils. Bref, j'en dirai pas plus. En plus, on connaît enfin, on comprend ce qui se passe à la moitié du livre, et du coup la seconde moitié c'est juste un enchaînement d'espèces de révélations qui ne sont pas des révélations parce qu'on les connaissait. Et puis encore une fois, Olympe, elle a compris tout dès la moitié du livre, alors que les professionnels ont compris ça à 20 pages avant la fin du livre. Enfin bref, soyons cohérents, ce n'est pas possible. Et je pensais que quelqu'un qui était dans cette profession pouvait le voir, mais apparemment non. Donc voilà, c'était pas une lecture que je vous conseille, et c'est dommage. C'est dommage. Le seul côté dont j'ai parlé de mon post Instagram que j'ai apprécié, c'est tout simplement que dedans il y a beaucoup de termes techniques par rapport à l'enquête, et comme je pense que c'est la partie professionnelle par contre de l'autrice qui a parlé, et ça j'ai trouvé ça chouette parce que c'est pas forcément un aspect qu'on voit beaucoup dans les thrillers young adultes, donc on va dire que c'est le seul côté que j'ai vraiment apprécié, mais sinon tout le reste dommage. Ensuite, une lecture que j'ai appréciée mais que j'aurais aimé adorer, donc qui est pas une petite déception non plus, c'est trop fort comme terme, mais c'est vrai que j'en attendais beaucoup plus vu les retours que j'avais vu passer en VO. C'est A Tempest of Tea de Hafsa Faisal. Donc c'est celle qui a écrit la duologie Chasseur de flammes, que je n'ai pas encore découverte, qui est sortie chez De Saxus. Entre temps là il est sorti, moi j'ai la version Fairy Loot, mais il est également sorti chez De Saxus également. Alors du coup ici on va suivre, je ne sais plus comment elle s'appelle. Est-ce qu'on a un résumé? Non, sérieux, on n'a pas de résumé. Attends.
Ah bah non, on n'a pas de résumé. Bah je vais me débrouiller. On va suivre une jeune femme qui tient à la fois un salon de thé, qui est un salon de thé basique la journée, et le soir ce salon de thé devient un endroit pour les vampires, pour qu'ils puissent venir se nourrir de manière totalement safe et voilà. Parce qu'en fait les vampires sont pas très bien vus dans cet univers. Et nous on va suivre du coup celle qui dirige cet endroit, et en fait elle va un jour vouloir monter un espèce de caisse pour trouver un objet en particulier, et elle, du coup elle va faire la rencontre de plusieurs personnes. Je peux pas trop vous en dire plus. Elle va être accompagnée de son meilleur ami depuis toujours, qu'elle a recueilli, j'allais dire, qu'elle a un peu sauvé de la misère et du malheur quand il était plus jeune. Du coup elle va le prendre sous son aile, et ensemble ils vont construire ce salon de thé. Elle va rencontrer un vampire qui s'appelle Matteo, il me semble, donc qui va faire partie de son équipe également. Une jeune fille aussi qui les a déjà aidés et qui est très proche de son meilleur ami. D'ailleurs j'ai adoré leur relation. Et un autre jeune homme qui fait partie disons, de la garde, contre qui ils se battent, mais bon lui il n'est pas du tout dans leur délire, etc. Du coup il va accepter de rentrer dans son jeu, et parce que bah après on se doute qu'il y a quelque chose de sous-jacent dans tout ça et qu'il cache autre chose, et qu'il accepte cette mission, ok, mais peut-être pour autre chose. Et elle s'en doute aussi également, je sais plus le nom de la protagoniste, du coup Etty, non c'est pas ça, attendez. Artie, j'étais presque, hein. Artie Casimir. Et du coup bref, c'est là où j'ai trouvé qu'il y avait énormément de ressemblances avec Six of Crows de Leigh Bardugo, et moi ça m'a beaucoup gênée. Alors je sais que c'était présenté comme ressemblant à Six of Crows, je sais, je le savais avant de le lire, mais je trouve que là il y a énormément, beaucoup trop de ressemblances par rapport au scénario. Même par rapport à l'humour, par rapport à certains personnages, enfin j'ai l'impression de revoir Jasper dans le personnage de Matteo. Enfin j'ai vraiment eu du mal à me détacher des deux univers, et même si la partie casse prend moins de place dans A Tempest of Tea que dans Six of Crows, bah là elle est toujours présente, et c'est vrai que j'ai pas autant accroché à l'univers que ce que j'espérais. La fin m'a donné envie parce qu'il y a une révélation que j'avais pas du tout vu venir, mais bon. Est-ce que quand le tome 2 sortira, j'aurai envie de me lancer dans le 7-8? Je crois pas. Sincèrement, je crois pas. Je pense qu'il y a d'autres livres que j'aimerais lire ensuite, plutôt que celui-ci. Donc bref, c'était pas non plus... Si vous cherchez un livre qui parlait de vampires, les vampires ne prennent pas tant de place que ça dans ce livre. Voilà, c'est pas un des points principaux de l'intrigue. Donc vous allez peut-être être déçus. Voilà. Vous tournez pas forcément vers celui-ci. Je pense que l'Empire du... Enfin, c'est pas l'Empire du Vampire, vous voyez. Donc, par exemple, où les vampires, je pense, prennent beaucoup plus de place. Mais ouais, écoutez, je suis contente de l'avoir lu parce que bah, j'ai lu quand même un livre en VO ce mois-ci. Donc je suis extrêmement contente. Et un livre Fairyloot en plus, donc j'avance dans ma palle Fairyloot Limit Crate. Mais c'était pas aussi génial que ce que j'espérais. Je passe très vite dessus. Ensuite, j'ai lu... L'ombre des dieux de John Gwynne, donc le tome 1 de la confrérie du sang, que j'ai absolument adoré. Voilà, j'ai adoré. Pareil, je passe pas trop de temps dessus parce que vous aurez plus mon avis en plus détaillé dans le reading vlog du challenge à 1000. Mais ouais, c'est un de mes coups de cœur de cette année. C'est drôle parce que mes deux coups de cœur de cette année, c'est Ruine de John Gwynne et L'ombre de Dieu de John Gwynne. Je pense que si vous n'avez pas compris que cet auteur faisait partie de mes auteurs favoris, voilà, c'est pas trop compliqué à comprendre. Du coup là-dedans, c'est un univers qui est inspiré des Vikings, donc de la mythologie nordique. Donc c'est trop chouette parce que c'est pas forcément une mythologie que je connais tant que ça. Mais pourtant ça ne m'a pas gênée. Vraiment je trouve que c'est pas nécessaire de connaître par cœur l'histoire de la mythologie nordique. Vraiment pas. Je trouve que c'est pas indispensable et on rentre quand même très bien dans le récit. On a, comme d'habitude, il sait très bien faire ça. C'est un roman choral avec 3 points de vue, donc 2 femmes et un homme. Orca qui est mère des familles et on se rend compte qu'il est une combattante hors pair, enfin c'est une femme badass à fond. Elvar qui est une combattante qui fait partie d'un groupe qu'on appelle les chiens de guerre. Mais on se rend compte qu'elle cache peut-être quelque chose, donc je vais pas vous dire ses origines de base.
Et également, comment qu'il s'appelle, Varg, c'est ça. Varg qui est un ancien esclave et qui va rentrer dans la confrérie du sang, donc qui est un groupe de guerriers qui est hyper connu dans ce monde et qui est employé par certaines personnes qui ont les sous pour faire des missions en particulier. Orca en fait un jour elle va se faire... Enfin, il va se passer des choses, etc. Je vais pas vous dire quoi. Et en fait, il y a des personnes qui vont enlever son enfant, donc Breka, et donc du coup, elle va partir à sa recherche, et donc elle va partir dans des contrées dingues, elle va tomber sur des gens ou sur des créatures horribles. Ce que j'aime beaucoup par rapport au livre des Terres Bannies, c'est que ici, je trouve que tu as une mythologie qui est encore plus mise en place, un lore qui est encore plus énorme, et du coup, il y a énormément de bêtes ou de créatures qui nous sont présentées et je trouve ça génial parce que ça apporte beaucoup de choses. Comme on suit 3 points de vue différents, on les suit également à 3 endroits différents et du coup on en découvre beaucoup plus sur l'histoire et sur l'univers en soi, donc c'est trop chouette. C'est vrai que j'ai préféré les points de vue de Elvar et de Orca parce qu'elles ont un caractère de feu, qu'elles ont un courage de fou malade et qu'elles sont prêtes à se... Mais vraiment, elles sont loyales, mais tellement loyales. Par exemple, Orca envers sa famille, enfin vraiment Breka c'est toute sa vie, donc elle va tout faire pour le retrouver. Et Elvar envers son groupe des chiens de guerre, elle pourrait tout faire pour eux, et même pour celui qui est à la tête des chiens de guerre. Et vraiment, quitte à oublier les gens de son passé, et je trouve ça incroyable. En plus, elle a un mentor avec qui elle était depuis qu'elle est plus jeune, qu'elle a jamais lâché, et qu'ils ont une relation, ils sont comme ça. Ils ont une relation un peu chien et chat, père-fille, mais elle est tellement touchante cette relation. Bref, j'ai absolument adoré. Je pense que vous l'aurez compris. J'ai un peu moins aimé, d'ailleurs, oui, j'arrive pas à me souvenir de son nom, Varg, donc qui est l'ancien esclave qui a rejoint la confrérie du sang. Parce qu'on sent que sa loyauté vacille un peu en fonction par rapport au but qu'il a, pour lequel il a rejoint la confrérie du sang. Donc je vous dirai pas ce que c'est parce que je vous laisse découvrir. Mais bref, ça a été une trop chouette surprise, trop belle, un bon gros coup de cœur. D'ailleurs j'avais hésité 4,5 ou 5 et puis juste après, tu sais, vous savez, le temps que ça mijote, etc. Je me suis rendu compte que c'était réellement un coup de cœur. Et là on va lire le tome 2 avec Lauralie. Le 19 août on s'est dit, donc ça se trouve, je crois que c'est pas loin. Je sais plus si vous aurez déjà eu cette vidéo avant ou pas, mais je serais peut-être en train de lire le tome 2. Je suis trop contente, vraiment je suis trop contente, j'aime tellement cet auteur et je ne peux que vous le conseiller. J'ai eu la question une fois, je pense que l'ombre des dieux est plus violent que Malice, mais c'est vrai que pour le moment c'est pas comparable parce que forcément le livre des Terres Bannies j'ai lu 3 tomes alors que là la confrérie du sang j'en ai lu qu'un, donc forcément je me suis beaucoup plus attachée au personnage dans le livre des Terres Bannies, donc oui je préfère cette série pour le moment. Voilà, mais après est-ce que ce sera toujours le cas après le tome 2 et le tome 3, on verra bien. Mais ouais, je vous conseille cet auteur x1000. Et enfin, oui, je crois que c'est le dernier, c'est ça. J'ai lu le tome 2 de Vous l'avez vu également, non, je sais plus. C'est toujours dans mon challenge à 1000. De Lave, de métal et de rage, donc le tome 2, celle qui précède Alexiane de Lys. Et je sais que dans le bilan lecture du mois de juin, je vous ai conseillé à fond cette saga si vous n'êtes pas fan de romantasy, etc. en young adult, parce que pour une fois c'était une saga qui ne mettait pas la romance au premier plan. Voilà. Ça n'est pas la romance en premier plan, mais il y a une grosse partie de romance qui arrive. J'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé ce tome 2. Il y a énormément de clichés par rapport au tome 1. Tout se passe très vite. Alors oui, je comprends qu'en 220 pages, faut que l'intrigue avance, mais ouais, j'ai pas apprécié. J'ai pas apprécié le comportement de Victor, j'ai pas apprécié le comportement, le Naoui dans ce tome-ci, je l'ai détesté, j'ai pas du tout aimé, elle m'a dégoûtée dans beaucoup de scènes. On n'était pas sûr s'il fallait la détester ou l'apprécier par rapport à la manière dont on parlait l'autrice, mais en fait vu ce qu'elle a fait, elle ne peut être que détestable. Voilà, et Victor, bon, autant en fait le problème c'est que là on n'est plus du tout dans l'univers marin, on n'est plus sous l'eau. Je vous en dis pas plus mais on va sur terre, etc. Et c'est vrai que
c'est pas un aspect de l'univers, de cet univers que j'ai aimé plus que ça. Donc voilà. Alors Victor, c'est vrai que je l'ai un peu plus apprécié que dans le tome 1, parce que pour moi il était détestable dans le tome 1 malgré les bonnes choses que je vous ai dit dessus. Mais ici on va dire qu'il apprend à devenir un peu plus humain et qu'il a des sentiments, qu'il se rend compte qu'il peut avoir des sentiments positifs envers les humains. Voilà. Et ça c'était chouette, mais c'était trop rapide, tout était trop rapide. Enfin bon, ok, bon disons que ça aurait été mieux de dire que ce sont tout simplement des nouvelles avant la saga principale plutôt que vraiment des romans, parce que là pour le coup ça se lit hyper vite, oui ok, mais ouais. Du coup je vous ai dit que j'hésitais à lire la saga principale, bah non, je lirai pas la saga principale parce qu'en plus du coup j'ai rencontré la protagoniste de la saga principale et le peu que j'en ai vu ça m'a pas donné extrêmement envie de lire celui-ci, donc la saga principale, donc bref. Je vais m'arrêter là pour la découverte de cette saga. On verra si je découvrirai d'autres livres de l'autrice, mais je suis direct parce que vraiment genre dans le tome 1 je vous ai dit ouais allez-y et puis au moment où je mettais en ligne le bilan de lecture du mois de juin, je crois que j'étais en train de lire celui-ci, je me disais merde, bon. Bah ça peut arriver, écoutez, le bon côté c'est que j'ai fini une duologie, j'ai fini une saga, et ça, ce n'est que du positif, voilà. Donc comme vous l'aurez vu, à part ça, ah si, j'ai avancé dans Skyward, donc il me reste, j'attends juste l'auteur du tome 4, donc je suis à jour. Et après, c'était soit des one-shots, soit des premiers tomes, donc j'ai pas beaucoup avancé dans mes sagas comme d'habitude. Mais bon, écoutez, au moins je lis, donc c'est le principal. N'hésitez pas à me dire si dans les livres que je vous ai présentés, il y en a qui vous font envie, que vous avez déjà lu, que vous avez aimé, pas aimé, etc. comme d'habitude. Si vous voulez, si vous ne savez pas quoi commenter, n'hésitez pas à mettre un emoji sirène dans les commentaires. Et puis moi je vous retrouverai très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc gros bisous, à bientôt!